Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Dans un instant, nous allons recevoir M. Jean-Claude Nelson, le vice-président de la région en charge de la culture. Il a des choses à nous dire. Bernard Leclerc, le président coordinateur de l'association Nous Seyon, parlera avec Max Villeneuve, Louis-Auguste Join, des problèmes de santé dans les îles du Sud. On va recevoir ensuite Evelyne Adémar, chroniqueuse du ZCL News, et Olivia Ramouta, la représentante du GIO, Global Indian Organization. Sinon, on est avec Iman Chouna, elle va nous parler des informations. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 décembre, on va revenir sur la tragédie aérienne et notamment sur l'hommage rendu par la région Guadeloupe pour ces 2 cadres qui ont péri dans cet accident. On reviendra aussi sur cet hommage fait à l'aéroport pour le pilote qui justement a eu ce tragique accident. Donc la communauté aéroportuaire était de tout cœur avec cette disparition. On aura aussi une 3e édition, on verra la 3e édition de la semaine pro dans les lycées où justement sur Morne-à-l'Eau une visite a été faite. Noël approche et justement un marché de Noël s'est déroulé sur Vallombreuse, permettant la mise en avant de l'artisanat local, et il s'agira aussi de la grève sur Carulis où des perturbations sont en cours sur le réseau. On revient justement sur cette tragédie aérienne et un hommage vif a été rendu à la région Guadeloupe, donc une cérémonie de recueillement sous la présidence d'Harry Chalus, et les émotions étaient fortes et justement on va voir ce reportage de Gérard Loiseau. Ce matin, le président a présidé une cérémonie de recueillement en l'honneur de 2 collaborateurs de la région qui malheureusement ont péri dans l'accident à Terre-de-Haut. Il s'agit de Jean-Gabriel Quilin et de Régis Ethan. Et bien évidemment, vous pouvez imaginer l'émotion ce matin à la région parce que c'était des collaborateurs appréciés. Ils étaient dans l'exercice dans leur mission lorsque l'accident a eu lieu. Et quand on voit l'amitié, quand on connaît le charisme de Jean-Gabriel et quand on entend les propos de Sylvie Pandolf, vous pouvez imaginer aussi que c'était très très difficile pour le président de s'exprimer devant l'ensemble des agents de la région. C'est compliqué pour un président dans l'exercice de son mandat de vivre une situation comme celle-là. On a vu aussi un directeur général, M. Bouka, très ébranlé. On a vu aussi son supérieur hiérarchique, qui est André Bon. Mais je pense que c'était important que le président puisse réunir la famille, la région Guadeloupe, et c'est ce qu'il a fait. Bien évidemment, une cellule psychologique a été mise en place. Le directeur des ressources humaines a eu du mal à présenter l'émission de cette cellule, tant l'émotion était forte. Mais tout ceci se met en place et surtout le président a tenu à ce que nous soyons très proches de la famille qui souffre, notamment ces pères qui ne sont plus là. Il faudra bien évidemment prendre en charge la situation familiale de chacune de ces victimes pour permettre aux enfants, il l'a dit très clairement, qu'ils puissent continuer à faire leurs études, et il a demandé au directeur général qu'on n'oublie jamais Jean-Gabriel ni Régis, et il a dit tant qu'il sera président de la région Guadeloupe, il va fermer les services à 10 h tous les 1er décembre de chaque année pour qu'on se souvienne que Jean-Gabriel et Régis ont été des collaborateurs hors pair et qui méritent vraiment ce respect, cet honneur qu'on leur a rendu, cet hommage qu'on leur a rendu ce matin. On ne va pas les oublier. Et toujours en lien avec ce crash aérien qui a eu lieu le 1er décembre, la communauté aéroportuaire a souhaité rendre un hommage aux victimes disparues et une minute de silence a été réalisée ce matin à l'aéroport. On va voir un reportage de Max Morel. Au-delà, je dirais, de la communauté aéroportuaire, toute la Guadeloupe a été choquée par cet accident qui est survenu le 1er décembre et qui a endeuillé notre territoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 victimes, mais parmi ces victimes, effectivement, il y a un membre de la communauté aéroportuaire, donc M. Patrick Amable, et aujourd'hui, c'est l'hommage qu'on a décidé de lui rendre.
Énormément d'émotions, depuis qu'on sait la nouvelle, depuis vendredi soir. Donc oui, on a le cœur chargé, vraiment tous chargés, parce que c'était une personne qui avait du cœur, il était vraiment généreux par le cœur, donc on ne peut pas être insensible à ce qui lui arrive. Et de plus, c'est quelqu'un qui, partout où il passait, il rigolait, il donnait une blague. Son maître mot, c'était « Comment vas-tu, Patrick ?» À merveille. Donc c'est ce qui nous reste à tous à faire, nous porter à merveille en sa mémoire et bien sûr sans oublier les autres victimes du crash. Oui, au moment où nous parlons, nous pensons que le travail a commencé depuis hier d'ailleurs, qui a été interrompu pour essayer de refaire remonter l'avion. On sait que c'est particulièrement compliqué. Et aussi les corps des victimes, puisqu'il va falloir les inhumer. Je rappelle que l'avion se trouve encore en ce moment à 45 mètres sous l'eau et c'est pas quelque chose de très facile. On va changer de sujet, essayer d'oublier ce moment difficile et on reçoit M. Jean-Claude Nelson, il est vice-président de la région en charge de la culture. Monsieur Nelson, juste un petit mot quand même sur cette affaire. Oui, bonjour à tous et à tous. Nous avons donc une pensée pour les 5 victimes. Alors, c'est vrai que la région a manifesté sa volonté de pouvoir se recueillir autour de ces 2 collaborateurs qui ont perdu la vie. Mais nous pensons aussi aux pilotes et aux 2 autres victimes de l'avion. Pensons à leurs familles. Pensons à tous ceux et celles qui étaient proches, les enfants, les épouses, et bien sûr toutes les personnes qui les aimaient, les connaissaient, les côtoyaient. Et je crois que véritablement, on a une pensée importante pour eux. Par ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, on devait procéder à la remontée des corps, oui, et demain procéder à la remontée de l'avion, puisque c'est très délicat de faire remonter l'avion et les corps en même temps. Donc, une première partie serait de remonter les corps, oui, une deuxième partie après c'est de remonter l'avion. Donc voilà. Et nous avons une pensée pour eux, pour leurs parents, pour tous ceux et celles. C'était des collaborateurs très, très proches du président de la région, Henri Chalus, qui a été très affecté par cet accident. Et ce qui nous a affecté le plus, c'est qu'en fait, l'accident a lieu, mais on a appris que l'accident avait lieu et qu'il y avait des collaborateurs très longtemps après. 6 heures après, pratiquement. Comment? 6 heures après. Oui. Et ce qui fait que ce temps de latence, parfois les gens ne le comprennent pas. Oui. Mais le temps que l'information remonte, oui, le temps aussi que les autorités puissent vérifier bien l'information, parce que vous savez que dans ces cas-là, donner une information comme ça, les parents ne sont pas encore informés, les gens attendent, les gens espèrent. Oui. Il y a toujours un peu d'espoir quand il y a un accident comme celui-là. Et donc voilà, donc au niveau de la région, nous faisons de notre mieux pour pouvoir, et en des temps, et aussi au niveau de la qualité de nos interventions, de faire en sorte d'être très proche de la famille, des familles, pardon, et aussi de continuer le travail au niveau de la région. Il y a des cellules psychologiques qui ont été mises en place, oui, à Basse-Terre, au Rézé, mais surtout aussi au Moule, parce que le Moule était pratiquement la résidence administrative de Régis Éténard-Rimbon, ainsi que de Jean-Gabriel Quilin. Et donc, voilà, donc hier j'étais au Moule, ce personnel abattu, que ce soit ceux qui travaillaient dans le service de Jean-Gabriel Quilin, que ce soit ceux qui ne travaillaient pas, les gens, parce que les gens se côtoyaient, c'est une petite antenne où les gens se voyaient tous les jours. Et donc, ça vous touche, surtout qu'il y a des pères de famille qui disparaissent, il y a des enfants en bas âge. Et donc, on sait très souvent quand ce drame vous touche, il n'y a pas que, je dirais, la douleur, l'émotion, mais parfois ça a un impact financier important dans la famille. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, mais on reviendra, on aura l'occasion. Alors j'ai dit qu'on va parler un peu du salon régional du livre de Guadeloupe. On a
avec nous Dominique Hubert qui est chargé de mission et puis Jean-Claude Nelson. Tout à l'heure, il y avait une conférence de presse pour annoncer l'événement. Alors, je vais poser la question d'abord à Dominique, on revient vers vous. Comment a été mis en place cet événement? L'organisation de ce salon, à la demande de M. Nelson, qui a voulu qu'on reparte avec un salon du livre, parce que le dernier salon du livre date de 2013. Oui. Qui était organisé à l'époque à la ville de Pointe-à-Pitre. Oui. Et donc, M. Nelson a souhaité que la collectivité régionale organise ce salon. Donc, nous avons tout mis en œuvre. Nous avons commencé à travailler avec la direction de la culture à la programmation. Et il fallait d'abord qu'on trouve ce thème qui allait pouvoir rassembler un peu tout le monde, les éditeurs, les libraires, les lecteurs, les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Et nous sommes arrivés au thème « Comment et que lit-on en 2023 ?» qui a fédéré en fait l'architecture de ce programme. Bien. Alors, Jean-Claude Nelson, vous êtes déjà très impliqué dans le cinéma à la région. C'est une nouveauté ou bien c'est quelque chose qui était déjà, on dit, en bas-fait? Non, alors, c'est vrai que nous avons fait du cinéma l'axe principal de notre politique culturelle. Mais nous avions aussi un axe fort qui était l'aide à l'édition. Oui. Que nous avons toujours aidé les éditeurs à pouvoir sortir des livres, faire en sorte que les écrivains et tous les autres partenaires du livre puissent être en compte. Et ça fait longtemps qu'il me tenait à cœur de pouvoir organiser un salon du livre. Oui. Je l'ai répété, dit. Et cette année-ci, j'ai trouvé des collaboratrices, parce que ce sont surtout des femmes. Ce sont des collaboratrices qu'on trouve d'ailleurs. qui ont entendu mon cri de désespoir sur l'organisation d'un salon du livre, qui se sont attelés et qui a donné le programme que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un salon du livre qui va démarrer avec ce nombre de choses, avec différents aspects, mais c'est un salon du livre qui a, je dirais, pour ambition de se pérenniser, oui, et de monter en puissance. Nous n'avons pas voulu aller faire tout et n'importe quoi. Donc, il s'agira pour nous de pouvoir recevoir les éditeurs de Guadeloupe. Bien sûr. Les éditeurs qui éditent les écrivains guadeloupéens. Et bien sûr, il y a aussi des écrivains guadeloupéens qui, leurs éditeurs ne sont pas sur place, donc qui pourraient aussi trouver un espace pour pouvoir promouvoir leurs livres. Et puis, nous avons bien sûr les libraires. L'idée, c'est, parce que la région est responsable aussi de l'économie. Nous sommes dans l'économie du livre. Oui. Nous sommes dans l'édition. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler tous ces métiers autour du livre. L'édition, mais aussi, vous avez des illustrateurs, vous avez des gens qui vendent des livres, vous avez des gens qui travaillent, les imprimeurs, tout ça, voilà. Et donc, c'est très important pour nous de pouvoir les mettre à l'honneur. Et puis, nous avons voulu aussi travailler sur les différents aspects de la lecture. Aujourd'hui, la lecture a évolué. Il y a le livre, mais il y a aussi tout le numérique qui est avec. Il y a aussi l'audio qui prend une place importante. Et puis, nous avons compris aussi que la lecture est un facteur de développement et d'épanouissement de l'humain. Et donc, pour nous, il était important parce qu'il n'y a pas longtemps encore, nous avons pris langue avec la DAC, qui a réalisé un diagnostic et qui ressortait qu'il y avait un déclin du livre en Guadeloupe, un déclin de la lecture du livre, mais aussi on a vu la fermeture de ce nombre de librairies en Guadeloupe. Donc, c'est un cri, c'est un désespoir presque aujourd'hui autour du livre. Et je dis que on a beau lire un livre sur un support numérique, une tablette, etc., mais il n'y a rien de mieux que de toucher le côté physique du livre. Bien sûr. Et je disais aussi, il n'y a rien de mieux que d'entrer dans une maison et de voir une bibliothèque. Instinctivement, on va vers la bibliothèque, on regarde les auteurs, on regarde les ouvrages, on prend les ouvrages, et on peut même les prêter. Oui. Et donc, je dirais, le livre matériel reste quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on a tenu à faire ce salon du livre pour remettre au goût du jour l'envie de la lecture et de faire rencontrer les professionnels avec le public de scolaires, les collégiens, les lycéens, mais aussi le tout public, monsieur tout le monde. Et surtout, nous avons voulu que ce salon du livre
se fasse sur un territoire très élargi. Il y aura une activité à Basse-Terre et il y aura une activité au MAC. Donc l'activité à Basse-Terre le jeudi 7 et au MAC le 8 et le 9. Le 8 réservé aux scolaires et le 9 au tout public. Seulement, je reviens vers Dominique Hubert. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais enfin donner les temps forts au moins de ce salon. Alors les temps forts, comme vient de le dire M. Nelson, le 7 et le 8, alors ce sont 2 jours qui sont dédiés aux scolaires. Le matin dédié aux collégiens et l'après-midi aux lycéens. Sur toute la Guadeloupe, dans quelle région particulièrement? Alors, la région basse-terrienne pour l'URMA. À l'URMA, c'est pour ça qu'on a... On va travailler avec les régions de la région Basse-Terre, Pointe-Noire, Basse-Terre, Baïf, etc. Alors, on n'a peut-être pas tous les collégiens cette année, mais comme M. Nelson l'a dit... Il y avait une jauge. Voilà, il y avait une jauge, effectivement. Et pour les lycéens pour les lycéens, pareil, nous aurons le lycée de Pointe-Noire et de Basse-Terre. Ça, c'est pour la région basse-terrienne. Donc, matin collège, après-midi lycée, et on termine par une projection de film. Donc, le 7, ce sera moi, Marie Scondé, écrivain rebelle de Dimitri Zandronis. Le 8, comme je connais. Donc, exactement, ça me dit quelque chose. Alors le 8 au MAC, même schéma. Nord-Grande-Terre, collège de Nord-Grande-Terre, Cap Excellence, Riviera du Levant, Bémao, Gosier, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne. Pour les lycées, Cap Excellence, Riviera du Levant, Abîme, Bémao, Gosier, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne. Même schéma, collège le matin, avec une projection de film. Moi, Tituba sorcière de Salem, du collège de Sarcelles, avec intervention de Fabrice Juste de Guadeloupe la première. Et nous terminerons par un deuxième documentaire, Marie Scondé, une voix singulière de Françoise Vergès. Et le samedi, le tout public, où nous aurons donc les stands des éditeurs, des libraires, le stand de Une Voix, Une Histoire, livre audio qui sera en place de 8h jusqu'à 19h. Et nous aurons la matinée des conférences. Donc nous commencerons par une conférence, La pensée académique et philosophique de Marie Scondé par Maboula Soumaoro, parce que la marraine de cette édition, c'est Marie Scondé, dans l'année Marie Scondé qui a été décrétée par la région. Et nous enchaînerons sur le thème « Comment et que lit-on ?» en 2023, avec comme modérateur Christian Chéry. Et nous parlerons de qu'est-ce que nos lectures nous disent de nous par Andris Pierre, une écrivaine haïtienne qui est la seule écrivaine de l'extérieur qui va venir dans ce salon cette année. Ensuite, nous serons en Guadeloupe avec l'Académie de Guadeloupe, avec Géraldine Camille sur Lire à l'école, constat et perspective. Nous aurons les enjeux de la culture par Laurent Selbonne de la direction de la DAC de Guadeloupe. Ensuite, la contribution donc du Conseil régional, la contribution de la collectivité régionale à la chaîne du livre qu'on mentionnait tout à l'heure. Les bienfaits de la lecture et les dangers d'une surexposition aux écrans chez l'enfant et l'adolescent par Irène Cristofori, professeure de neurosciences à l'Université de Lyon. Et en fait, c'est elle qui va nous permettre de détricoter en fait ce phénomène de lecture qui peut être un danger, l'exposition aux écrans par les adolescents, les enfants et les adultes aussi. Monsieur Nelson, visiblement, pour ce salon, on a un petit peu un mix entre le théâtre, la lecture et le cinéma. Alors, on sait très bien que le théâtre, il faut des auteurs pour écrire des pièces. Alors, des fois, on peut adapter un roman au niveau d'un théâtre, au niveau du cinéma, mais il nous faut aussi des auteurs de cinéma, il nous faut des auteurs de théâtre, et puis de la musique, la chanson, parce qu'il y a un concert qui va terminer avec Louis Gamboulet, et nous considérons que lorsque quelqu'un écrit des textes, ce sont des auteurs. Oui. Mais j'avais une fois une discussion avec M. Thibaut Fouet de la SACEM de l'époque. Je lui disais, mais est-ce que quand quelqu'un fait un texte, c'est un auteur? Parce qu'on lit des textes qui ne pas voyants, qui ne pas mérité le titre d'auteur. Ouais. J'ai pas mon... Ça veut dire que... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la capacité d'écrire des textes, de respecter les syntaxes, de respecter les règles d'écriture, et de raconter une histoire, de dire quelque chose. Quelqu'un qui chante et qui des textes en veux-tu, en voilà, comme ça, sans qu'il y ait une ligne directive, il y a un problème. Donc ça veut dire que, pour nous, je prends un exemple, je connais beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui ont échoué à l'école,
mais qui ont appris l'anglais en lisant les textes de Bob Marley, de trucs, voilà. Donc ça veut dire que ça contribue à l'éducation de l'homme, à cette capacité pour nous, d'écrire, de comprendre ce qu'on écrit. La lutte contre l'illettrisme. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent au collège, parfois au lycée, qui ne savent pas bien lire ou qui lisent, mais qui ne savent pas comprendre ce qu'ils lisent. Donc, tout ça pour nous est important de faire en sorte que nous puissions revenir vers la lecture. Revenir, je dirais, à une période où c'était la fête, c'est la fête du livre, un salon du livre, c'est la fête du livre. Nous sommes en fin d'année, c'est l'occasion pour les gens d'offrir des livres comme cadeau et de venir sur le salon du livre, d'acheter des livres. D'ailleurs, la région va donner des bons d'achat à chaque lycéen de montant de 20 € pour pouvoir acheter sur le salon des livres. Et nous avons le Pass Culture où ils peuvent déjà consommer du bien culturel, donc acheter des livres, acheter des CD, etc., etc. Mais peu importe ce qu'ils achètent, que ce soit des mangas, que ce soit de la lecture de jeunesse, que ce soit de la haute littérature, l'idée, c'est de mettre en contact le jeune Guadeloupéen avec le livre, avec la lecture. Et c'est pour ça que nous avons la contribution de l'université, la contribution de la Casa Condé. Parce que je rappelle que Mme Condé reste l'une des plus grandes écrivaines de la Guadeloupe. Elle a le prix alternatif, le prix Nobel alternatif de littérature. Donc ça veut dire que c'est un talent, c'est un géant et à qui nous devons faire référence et qui devrait aussi susciter des vocations chez des jeunes Guadeloupéens et des Guadeloupéennes pour écrire. Et donc, dans notre politique culturelle multifacette, le cinéma, le théâtre, la musique, on a besoin d'auteurs. Oui. On a besoin d'auteurs. Merci, monsieur Nelson. Juste un dernier mot. Alors, le premier rendez-vous, rapidement, Dominique. Le premier rendez-vous, jeudi 7 à l'Urma. Deuxième rendez-vous, vendredi 8 au Mémorial Act. Et samedi 9 au Mémorial Act. On a tout retenu. Merci en tout cas d'être venu. Et puis, bon salon, moins qu'on puisse dire, puisque la Guadeloupe devient le record des festivals et des salons. C'est là, il n'y a plus de salons et festivals, mais ce n'est pas de mauvaise chose. Ça prouve que la culture fonctionne. Et comme on dit, les ICC commencent à prendre corps dans notre pays. Absolument. Voilà. Absolument. Il est pratiquement 13h. On va prendre la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos amis des îles du Sud. On parlera de problèmes de santé à Marie-Galante, à Désirade et aussi aux Saintes. Tout à l'heure, à tout de suite. Merci. Merci. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà pratiquement 13h05. Je vous l'ai dit, on va parler des îles du Sud, puisque Bernard Leclerc, le président, le coordinateur de toutes ces yons, nous quatre Seyon, accompagné de Max Villeneuve, bonjour, et de Louis-Auguste Join. Oui, bonjour. Oui, bien sûr. La Ligue de droits de l'homme. Alors, on a choisi de parler avec vous tout à l'heure de problèmes de santé, mais avant, on fait un petit retour sur l'actu avec Iman. Oui, retour sur l'actualité où la 3e édition de la Semaine Pro a lieu dans les lycées. C'est l'occasion pour les partenaires, les entreprises et différentes filières de coordonner leurs actions. On va voir un reportage de Solène Fèvre. À l'occasion de cette 3e édition de la semaine des lycées professionnels, une convention a été signée avec le SDIS et une autre avec la gendarmerie nationale pour mettre aussi en lumière les métiers de la sécurité et définir tout un ensemble de partenariats autour de ces métiers de la sécurité. D'un côté avec le SDIS pour la sécurité civile et de l'autre côté pour la gendarmerie pour ce qui concerne la sécurité nationale. Les protocoles et conventions que nous avons signés ce matin sont extrêmement importants pour la gendarmerie mais aussi pour la Guadeloupe, je pense, parce que les métiers de la sécurité dans les formations professionnelles prennent de plus en plus de place. Ça répond à un besoin de nos sociétés ici en Guadeloupe, chez nous en Guadeloupe comme partout ailleurs, mais également à un intérêt des jeunes pour ces métiers. Alors, il est important que nous connaissions les forces de sécurité de l'intérieur régalienne et ces lycées professionnels. D'ailleurs, une partie de ces élèves rejoindront probablement les rangs de la gendarmerie, comme de la police, comme des pompiers. Mais même si c'était pour rejoindre les rangs de la sécurité privée, des polices municipales, il est bien que nous nous connaissions. Donc, ces conventions visent à créer des partenariats pour délivrer des techniques, d'une part, et puis également délivrer une connaissance mutuelle des forces qui sont engagées dans la sécurité. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui pour représenter ma filière durant cet événement, qui est la signature entre les encadrants et les professeurs de notre filière pour valoriser la filière sécurité de notre lycée.
Personnellement, j'ai choisi cette formation car elle m'a intéressé. J'ai vu qu'il y avait des métiers qui m'intéressaient comme le volontariat en tant que pompier volontaire, douanier et les métiers de la police aussi. C'est une voie effectivement qui a un taux d'orientation qui est plus élevé en Guadeloupe que dans le reste du pays. Donc c'est une voie de ce point de vue-là attractive. Pour nous, il est important de développer aussi sa visibilité et de montrer l'importance de cette voie pour les jeunes et dans l'économie du territoire. Parce que c'est vraiment une voie d'insertion. Et nous avons tous les jours affaire à ces corps de métier, donc nous les connaissons bien et nous savons combien nous avons besoin d'eux. Il faut être vraiment volontaire et vouloir être dans cette filière car il faut se donner à 100%, toujours rester assidu et il faut avoir du mérite pour être dans cette filière. Voilà, donc ces semaines professionnelles permettent de mettre en avant les formations et les métiers auxquels nos jeunes peuvent accéder. On va enchaîner avec Noël qui est déjà tout proche et un marché de Noël a eu lieu sur le domaine de Val-en-Breuse mettant en avant l'artisanat local. On va voir un reportage de Olivier Moradel. J'organise des marchés de Noël parce que j'ai envie de mettre en avant l'artisanat local, la production locale, de réunir ce beau réseau et de faire découvrir justement aux personnes de la Guadeloupe des trésors cachés. Il y a plusieurs sections, il y a une partie alimentaire, donc vous allez trouver tout ce qui est sirop de clitoria, etc. Vous avez une partie cosmétique, vous avez une partie décoration, une partie textile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ils sont 40. C'était vraiment très important pour moi. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative de pouvoir mettre justement les artisans de Guadeloupe en avant pour permettre justement, après ces années de Covid, on ne va pas se le cacher, de permettre à la population de trouver des cadeaux très originaux pour leurs proches. C'est le plus beau jardin que nous avons en Guadeloupe et ça permet aux gens de venir visiter ce magnifique jardin aujourd'hui. Nous attendons les visiteurs pour venir déjà découvrir ce magnifique jardin, mais tous les exposants que nous avons aussi aujourd'hui sur place pour découvrir les belles choses que nous faisons en Guadeloupe. Les chambres de Val-en-Breuse, c'est vous dire, on a retravaillé le jardin, c'est un nouveau jardin, nouveau concept, et puis surtout avec les magnifiques fleurs qu'il y a à voir à Val-en-Breuse. Val-en-Breuse, c'est une beauté à voir ou à revoir en Guadeloupe. C'est important de revenir aux valeurs, justement ça se perd, donc c'est toujours intéressant de venir vis-à-vis du client et pour pouvoir justement expliquer ce qu'on fait en fait tout simplement. Alors on est sur des avis positifs, donc c'est souvent des découvertes ou des redécouvertes et des gens qui voyaient effectivement ces plantes mais qui pensaient que justement c'était des vieilles plantes quoi, et ils ne pensent pas qu'on puisse les consommer. Donc voilà, donc c'est un bon retour en général. On se rend bien compte que l'agro-transformation se développe beaucoup en Guadeloupe. Alors, on va parler des îles du Sud, d'abord du point de vue de la santé, parce qu'on aura l'occasion dans d'autres émissions de parler d'autres sujets. Je sais que le transport est aussi dans l'air. Oui. Bon, alors, Bernard Leclerc, merci, bonjour, et à Maxime Villeneuve et Louis Goujoin. Alors, quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui pour les îles du Sud en matière de santé? C'est toujours le même problème. Je vais donner la primeur à Max qui est donc à la Désirade, oui, qui est l'île qui souffre, je dirais, puisque depuis le début de l'année, ils n'ont pas de médecin, donc il pourra t'expliquer. Toujours pas résolu le problème. Le problème aujourd'hui, bonjour à tous, aujourd'hui on est toujours au statu quo. On a entamé des démarches avec nous, Katseyon, qui portent ses fruits, où les autorités nous entendent, où on a réussi à avoir quelques rendez-vous, mais en ce qui concerne les démarches sur l'île, aucun, ça n'a bougé, pas d'un poil. D'accord, donc, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche que... Alors, l'ARS bloque, parce que l'ARS est inaudible. Le discours de l'ARS, on n'y comprend rien du tout. D'accord. D'autre part, la municipalité a entamé des démarches aussi en parallèle pour faire venir un médecin. Bon, ça n'aboutit pas non plus. Donc, a priori, il y aurait des problèmes plutôt administratifs que je ne connais pas, mais en tout cas la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade en Désirade, la personne doit prendre le bateau? Toujours le même problème, donc quand quelqu'un est malade, soit on attend les horaires du bateau, on a un bateau le matin, un bateau le soir. Et en cas d'urgence? En cas d'urgence, on est dépendant du dragon. De l'hélicoptère. S'il n'est pas à Marie-Galante, à ce moment-là. S'il n'est pas à Marie-Galante ou en Martinique ou au Sainte ou quelque part. Donc aujourd'hui, statu quo sur les problèmes d'évacuation des malades,
statu quo aussi sur les médecins, la venue des médecins. Maintenant, il y a une pharmacie quand même? Alors, la pharmacie, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois qu'on a eu notre rencontre, la conférence de presse. Donc la pharmacie aussi souffre beaucoup, puisque aujourd'hui, la personne qui a repris la pharmacie a investi. Il y avait un médecin, donc a acheté une qualité. Aujourd'hui, son commerce ne vaut pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas de médecin. Donc, quand vous allez consulter en Guadeloupe, il faut traverser la rue, il y a une pharmacie. Bien quoi, sûr. donc, Monsieur Augustin, alors moi, vous êtes là en tant que représentant de la Ligue des droits de l'homme. C'est une question vraiment grave, ça, du point de vue de la santé. Enfin, je ne vais pas faire de comparaison, mais quand on voit ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a la guerre, j'ai l'impression que dans les îles du Sud, au point de vue médical, vous êtes pratiquement au même niveau. Exactement. Nous pouvons dire que c'est une sorte d'atteinte à un droit fondamental pour les personnes. La question de ne pas avoir accès au service de la santé qui demeure un besoin primaire pour une population. Et quand on pense à une société de la Guadeloupe ou qui est en situation matérielle plus favorisée que d'autres îles voisines, et de voir que des Guadeloupéens vivent dans cette situation, ça interpelle. Et c'est pourquoi que la Ligue des droits de l'homme, qui se donne vocation de défendre des droits humains, de la dignité de la personne là où ils sont menacés, on sent l'obligation pour nous d'accompagner cette association pour interpeller les responsables, pour pouvoir prendre leurs responsabilités envers la population des îles du Sud. Bien sûr que la LDH ne mène pas seulement ce combat. Actuellement, on est aussi en train de soutenir les associations qui défendent le problème de l'eau en Guadeloupe. L'eau qui est un besoin naturel, basique pour une population. Et nous savons que premièrement, cette eau peut mettre la santé de la population en danger. Et deuxièmement, l'accès à cette eau n'est pas toujours bien pour la population. Donc, on soutient aussi les associations qui défendent le droit à l'eau pour cela. Alors, je crois que cet ensemble de combats est important pour éveiller les consciences, pour interpeller les responsables. Parce que très souvent, comme une personne a dit tout à l'heure, les responsables, si on ne dit rien, c'est que ça va. Oui. Mais il faut crier, il faut faire violence pour qu'on puisse vous entendre. Il y a, dans ce sens, comme je disais à la dame, c'est qu'en quelque part, on institutionnalise la violence. On favorise le développement d'une culture des violences. Si tu veux réclamer tes droits, tu dois faire de la violence, ce qui n'est pas normal. Alors, ça signifie que la Ligue des droits de l'homme va faire une action en justice ou... En quelque part, nous accompagnons l'association. L'association Nukat-Seyoun. Et Nukat-Seyoun, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est-à-dire les 4 îles du sud de Guadeloupe se réunissent, font un seul corps pour dire que nous sommes une unité. Et pour nous, premièrement, ce premier geste est très symbolique. C'est-à-dire ne pas s'isoler, ne pas rester dans l'isolement, mais de faire l'unité pour devenir plus fort et pour se faire écouter. Et deuxièmement, la Ligue des droits de l'homme se donne comme mission d'accompagner l'association, s'il faut, pour pouvoir interpeller, inviter les responsables à prendre leurs responsabilités, de mener une action en justice. Ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme qui va mener l'action, mais la Ligue des droits de l'homme accompagne l'association dans cette démarche. Alors justement, Léonard Leclerc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on n'a pas parlé de Théodore ou Théodore, mais enfin, le problème est à peu près similaire. Peut-être Marie-Galante a au moins un meilleur médecin, donc j'ai envie de dire que vous êtes entre parenthèses. Il y a des médecins à Marie-Galante, mais quand on regarde un petit peu le schéma des îles du Sud, il y a un problème partout. Marie-Galante, il n'y a pas de service de maternité. Oui. Et au niveau du nouvel hôpital, on a fermé aussi, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de bloc opératoire. Ce qui veut dire que si on a un gros dispensaire qui fonctionne, on pense des bobos. C'est-à-dire si quelqu'un a une crise cardiaque, si quelqu'un tombe, se casse une jambe, n'importe quoi, tu es lié donc à un hélico qui doit donc partir avec toi d'urgence.
Donc, si l'hélico n'est pas disponible, je te laisse supposer, comprendre ce qui peut se passer. Terre de haut et terre de bas. Il y a un seul médecin qui fait 2 jours à terre de haut, 2 jours là-bas. Donc, pareil, s'il y a une urgence, accident grave, 2, 3, 4, 5 personnes en même temps dans une voiture, il y a un souci grave dans un ravin, n'importe quoi, on est lié au tributaire à la désirade, on vient de dire. Donc, partout où on va dans les îles du Sud, le Marie-Galantais, le résident des îles du Sud se trouve en problème, mais les gens qui viennent aussi, parce qu'on parle de développement économique, de tourisme. Mais le touriste qui vient chez vous, qui vient à Marie-Galante, qui vient en week-end, qui prend le bateau, si demain il y a un problème grave, il y a un accident de voiture, on ne peut pas desservir, on ne peut pas donner, je dirais, l'essentiel de l'essentiel à ces gens-là. Quelque part, on est fautif. On ne peut pas créer un événement comme le Creole Blues, par exemple, et puis en même temps, où il y a 10 000 habitants supplémentaires à Marie-Galante, le jour où il y a un fou qui va prendre son fusil, qui va mettre à tirer sur les gens, on ne sait jamais ce qui se passe dans cette société de jours. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte. La dernière fois, il y a eu un accident grave, il y a eu 4 blessés, il y a eu un décès, le temps d'aller chercher, de ramener la personne. Donc je veux dire, on ne peut pas, nous, jouer à la roulette russe avec la tête des gens des îles du Sud. C'est pas normal. Je pose une question directe sur Marie-Galante. Il y a quand même une communauté d'agglos à Marie-Galante. Il y a une communauté d'agglos, tout est organisé, tout est fait. On a l'impression que tous les bâtons, forcément, ont un drapeau dessus. Mais bien souvent, pour faire quoi ? Si c'est pour faire de la figuration et pour ne pas aider la population, pour ne pas faire respecter la dignité de ton pays et de ta population, on parle de quoi ? Il ne suffit pas de dire il y a tout est en train de fermer à Marie-Galante. Tout est en train de fermer, l'administration, tous les impôts à tous les niveaux. Personne ne dit rien. De 30 000 habitants, on est passé aujourd'hui à 8 000, 9 000 habitants. Les Saintes, 1 500 de chaque côté, 800, 900. Je veux dire, ces pays-là, on est en train de les tuer. On n'a jamais rendu ces petits pays-là aussi dépendants de la Guadeloupe, aussi dépendants de la France. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel est le projet qu'on a pour les îles du Sud ? Est-ce que c'est de revendre ces pays-là à l'encan pour des gens qui vont venir ? Y a-t-il un projet machiavélique ? Quelque chose de macabre sous la tête des gens des Marie-Galantais, des Iradiens et des Saint-Ouen. Dans 40, 50 ans, nous péquons là. Mais quand nous avons laissé passer plus tard ça. Et pour nous, pas qu'à bouger, nous là, il y a qu'à boire, il y a qu'à manger, il y a qu'à vivoter, pas qu'à poser une question. Après, moi, le déluge. Tout est en train de fermer à Marie-Galante, tu n'entends personne, pour nous, pas qu'à riposter. Quand si il y a de l'eau dormie, de l'eau pas parler, il fait mes yeux à eux toutes, et tout le monde regarde très peu de gens en train de dire qu'il y a un problème au niveau de la santé à Marie-Galante. On aurait dû être avec 40, 50, 100, on aurait dû avoir 2000 personnes avec nous sur un projet pareil. Et où sont les gens ? Où sont les Marie-Galantais ? Où sont les Guadeloupéens ? Même pour un vrai problème guadeloupéen, aussi ces mondes-là. Le Guadeloupéen lui-même s'en fout de la Guadeloupe. Et tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va venir, qui va s'occuper de ton pays ? Et pareil pour Marie-Galante et tout. Nous sommes devenus des zombies dans notre pays. Est-ce qu'on est obligé de pleurer, de se mettre à 4 pattes pour réclamer un médecin à la désirade ? Mais les dieux sont tombés sous la tête. Alors, l'association, quand même, peut avoir un champ assez ouvert pour pouvoir interpeller, non pas seulement à Marie-Galante, mais au-delà, la région, conseil départemental. Est-ce que vous avez tenté ces ouvertures-là ? Il y a une action en justice. Oui. C'est justement ce que je voulais dire pour renforcer ce que Bernard vient de dire, à savoir le sens de cette initiative de nous 4 Seyoun, c'est pour sauver les îles du Sud, sauver l'avenir des îles du Sud, mais aussi sauver toute la Guadeloupe. Dans quel sens ? J'ai envie de dire que gouverner, c'est anticiper, c'est pouvoir prévoir. Si par exemple, il n'y a pas cette initiative de la société civile qui interpelle les responsables, ils peuvent rester endormis. Et si on les saisit dans ce sens, dans 30 ans, dans 50 ans, on n'aura pas de personnes à la désirade. On n'aura plus de personnes dans les Saintes, etc. Pourquoi pas des désiradiers ? Et ça, aller plus loin. S'il y a 50 ans, il y avait 30 000 personnes à Marie-Galante et aujourd'hui, il n'y a que 8 000, où sont passés les autres ? Alors que les populations du monde et de la Guadeloupe augmentent. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de désertification, de fuite de Marie-Galante. Or, il y a quelques années, on avait mis un hôpital parce qu'on sentait le besoin de mettre un hôpital. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'hôpital à Marie-Galante. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 30 ans, 50 ans à Marie-Galante quand on retire tous les services ?
eh bien, on n'ira plus à Marie-Galante. Le vide et le chaos. Alors, comme la nature a horreur du vide, peut-être que c'est repeuplé par d'autres. Max, oui. C'est ça que je dis qu'il y a un projet. À la Désirade, c'est le même cas de figure, puisque on a un circuit qui est exactement le même sur l'île de la Désirade, mais qui se voit beaucoup plus, puisqu'on est double, voire triple insulaire. Les gamins qui sont... le collège s'arrête à la 3e à la Désirade, donc ils partent pour aller finir leurs études en Guadeloupe, à Saint-François, etc. Mais même aujourd'hui, on a constaté aussi que nos anciens qui ne peuvent pas se soigner à la Désirade, ne veulent pas rester à la Désirade, finir leur vie. Donc, ils s'expatrient ou ils partent en métropole, rejoindre leurs enfants, etc. Et les très peu de jeunes comme moi reviennent sur la Désirade pour y rester et essayer de reprendre le flambeau et soulever le pays pour pouvoir avancer un petit peu. Alors, la question que je vous pose à tous, c'est la question de la prise de conscience. Que disait Marie-Galante, que disait Désiradiens, les Saint-Trois, sur ces questions? Est-ce qu'on sent quand même une sensibilisation ou bien c'est ce que je viens de dire, c'est que les gens ne sont pas sensibles. Ils sont là, mais on accepte. On est dans la fatalité pour la fatalité. On est dans du laisser aller, l'ail panique sec, laisser porter, quand on veut les faire. Mais si bon Dieu, on accepte tout. On est devenu un pays, on accepte tout. Alors dans ça quand même, il y a quand même une note positive, parce que le 11, on a fait donc une réunion, une conférence de presse qui a eu son écho, et on a eu quand même le retour de 3 députés. Le premier qui a réagi, il faut quand même dire aussi les bonnes choses, c'est Max Mathiazin, qui nous a envoyé un courrier personnel que j'ai là. Donc, je ne vais pas lire, mais il est très touché, il a compris le problème et qui a envoyé un courrier donc, au ministre Aurélien Rousseau. Et il pense intervenir sèchement, et je lui fais confiance à ce niveau-là, sur cette problématique-là pour les îles du Sud. Il y a aussi donc... un député à Marie-Galante quand même qui... oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, Servat. et pas Servat directement, mais il y a quelqu'un qui était avec Servat qui m'a contacté, qui nous a contacté, et il est prévu une rencontre. Il est prévu une rencontre. On n'a pas eu de courrier, il est prévu une rencontre, il y a eu un contact téléphonique. Et par contre, nous avons un rendez-vous physique le 13 chez Gabriel Foy, à la pâtisserie, avec le député Califère. D'accord. Donc, qui nous rencontre à ce sujet concernant ça. Si on reprend un petit peu le cours des choses, alors la Ligue des droits de l'homme s'est mise en mouvement, l'association aussi. Juridiquement, l'affaire est lancée? Eh bien, c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, c'est que on attendait le retour parce qu'on a fait cette réunion, donc le 7. On attendait quand même pour ne pas mettre les gens... on sait très bien que tout le monde est préoccupé. Et donc aujourd'hui, ça va faire pratiquement 1 mois. On a eu un retour de 3 députés qui vont alerter, qui vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais nous, on ne peut pas regarder le département et l'État dans cet état-là. Donc la Ligue des droits de l'homme va nous accompagner. Nous avons Maître Jabot, qui est donc le président sur Pointe-à-Pitre, et Maître Valérie Juste, qui est sur Basse-Terre. Ils sont là avec nous, et aussi Monsieur Join. Et là, nous allons donc juridiquement, attaquer en faisant un référé pour acculer, je dirais, ces instances, le conseil départemental et l'État, sur ces faits, je dirais, de manquements aussi graves. Donc, il est prévu, et là, Maître Jabot et Maître Valérius viendront de manière à expliquer ce qui sera fait. De toute façon, vous allez entendre parler, ça va être fait. Nous sommes aujourd'hui venus dire que rien n'a bougé, rien n'a changé. On a quelques contacts sur des politiques haut bien placés du pays qui sont conscients qu'il y a un souci. Donc, nous ne sommes pas en train d'inventer une chimère et de souffler, je ne sais pas dans quoi. Il y a un souci, il y a un problème grave. Et là, maintenant, nous allons passer à un autre cap. Et là, mon appel aussi, c'est par rapport à la population. Quand je dis ça pour moi-même, je dis ça pour mes parents, mes frères, mes soeurs, mes amis. C'est-à-dire, oh là, nous y est. Qui nous y est? Quand nous qu'a fait? N'importe quel Marie-Galante aujourd'hui peut avoir un problème grave et avoir une urgence. Est-ce que nous, quand tu acceptes, tu es dans l'ignorance de toi-même, savoir que ta propre vie est en danger, que tu ne réagis pas, même légitimement, la légitime défense de réagir, de dire, mais oh, respectez-moi, on n'est pas capable de le dire. Dans quel état psychologique on est aujourd'hui, réellement, pour être dans l'incapacité totale de réagir par rapport à sa propre vie? Je ne sais pas si tu te rends compte psychologiquement, psychiatriquement, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, zombifié à Marie-Galante. On est en train d'accepter l'inacceptable, et notamment au niveau des îles du Sud. Donc moi, je veux dire aux gens, c'est qu'on est conscient des choses, les gens sont conscient aussi, mais nous devons réagir.
avec la Ligue des droits de l'homme, avec nous 4 Seyon, on a besoin de gens autour de nous, avec nous, de manière à motiver tout le monde et pousser, je dirais, l'État et le département à ce que ces gens-là prennent leurs responsabilités. On va conclure là-dessus. Alors, on a abordé la question de la santé. Alors, bien sûr, il n'y a plus de margalantais ni de désiradien qui naissent en désir. C'est fini, ça, depuis déjà des années. Tous ces Guadeloupéens. Bon, bref. Alors, la prochaine... alors, je vous ai dit qu'effectivement, dans cette émission, on va vous offrir une tribune en fonction de l'actualité. Donc, la prochaine fois, ce sera le 22 décembre, le 22 surtout de la question du la continuité territoriale et la problématique du transport, qui est liée aussi à la santé en cas d'urgence, si on doit venir. Madame Concon en direct au téléphone, puisque elle s'en est occupée. En tout cas, merci d'être venu pour ce premier épisode. On souhaite que combat ne faut pas au lui. La Ligue de droits de l'homme. Il ne faut pas le perdre, et surtout que je dis que nous sommes présents aujourd'hui. Oui. Il faut laisser des traces positives pour les générations à venir. Et ce combat a commencé par les 4 îles qui se mettent ensemble pour faire entendre d'une seule voix. C'est un chemin qu'il faut continuer, mais penser dans l'immédiat et aussi penser à l'avenir. Parce qu'on doit sauver les îles du Sud. Et c'est une manière d'enrichir la Guadeloupe. Sauver les îles du Sud, oui, mais retrouver notre identité, c'est important aussi. Et ce que l'État nous doit, d'accord, c'est cette santé qu'on a besoin. Juste sur ces îles-là, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin juste d'avoir un médecin correct pour pouvoir s'occuper des désiradiens, des margalantais. Parce que plus ça va, plus ça se dégrade. Donc, qu'on reprenne les choses en main de façon à pouvoir rendre à l'inverse les choses. Il est plus attractif. C'est ce qu'on souhaite. Merci en tout cas d'être venu et puis on se retrouve. Mais non, pas de problème, c'est tout à fait normal. 13h29, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Gertie Courrier, Laure Tarrer et Madame Ramoutan qui est là. Avec elle, on va parler du GIO dans un instant. C'est parti. Bon, on a déjà 13h35, on va terminer le ZCL au féminin. Bien sûr, Madame Ramoutan, bonjour. Bonjour. Madame Tarrer, bonjour. Bonjour. Madame Couillet, bonjour. Bonjour. Et Iman News va refaire les titres de tout à l'heure, les dernières infos. Alors, dernières informations, on va revenir sur la grève de Carulis, apparemment qui perturbe le réseau. Donc, on voit un reportage de Michel Depape. Nous sommes actuellement au siège de la STAC, le dépôt principal du réseau STAC, Carulis. Et nous sommes là pour revendiquer plus particulièrement les conditions de travail, dénoncer les conditions de travail qui empirent de jour en jour, d'année en année sur mauvais chemin en fait. Nous essayons de faire au mieux, de faire le service Carulis du mieux que nous pouvons, mais à un moment donné, on n'arrive pas du tout à faire un service correct pour les usagers et pour nous-mêmes. Camarades des raisons de mobiliser, mais nous avons dit un coup de semence que nous avons fait par rapport à tout ça qu'ils ont subi comme atrocité, comme notamment nous avons un camarade à nous qui est élu du personnel, il est agressé par en protéger la direction. Et ne voilà-t-il pas que la direction fait sanctionner camarade à nous et des sanctionner là qui est agressé là. À son premier point, mais c'est normal, il est protégé par la direction et Mounassa. Deuxièmement, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail, les camarades décrits au lit, en pays brisé font dessin, celle qui nous commandé, c'est font contrôle à l'ensemble des bus. Et nous que voyons qu'il y a passé un temps là. Concernant les véhicules qui ont des problèmes de tout ce qui est voyant, EDC, EBS et consorts, on va juste énumérer ces deux-là. En cas d'accident, c'est nous qui sommes responsables au pénal de tout ce qui sera incident ou accident sur la voie publique. Notre responsabilité, je dirais, est engagée. C'est pour ça que nous sommes actuellement debout pour que nos conditions de travail s'améliorent assez urgemment en fait, pour nous, les usagers et les automobilistes. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un accident fait pour que nous viennent contrôler sérieusement les bus. Deuxièmement, les camarades qui travaillent dans des bus qui ont fait plus de 39 degrés sans climatiseur, sans rien, là aussi ça a posé un problème. Et vers d'autres éléments, c'est effectivement les salaires. Les salaires qui, par rapport au coût de la vie, très bas. À chaque NAO, c'est toujours des promesses non tenues. Les NAO, c'est toujours 1,5, 2,5 et encore 2,5, 2,4 pour être précis. À l'heure actuelle, la vie est chère. Tout est cher maintenant. Même un bonjour, c'est cher. Donc, on demande une augmentation salariale afin de vivre et non survivre
et surtout une reconnaissance parce qu'avec le service que nous fournissons, avec les moyens que nous avons, et même que les moyens que nous n'avons pas, nous réussissons quand même à maintenir le service. Donc voilà les problèmes qui posaient, ni d'autres problèmes, hein, mais c'est trois problèmes majeurs qui posaient. C'est la discrimination au niveau syndical de l'entreprise là, c'est les conditions de travail et c'est l'augmentation des salaires. Voilà, bien. Alors, je voulais dire, on va terminer au féminin. Tout à l'heure, on reviendra pour les informations avec Iman. On va commencer avec Madame Ramouta. Vous êtes présidente du GIO. Alors, première question, c'est quoi ce GIO? Alors, GIO, c'est une organisation, ça s'appelle Global Indian Organization. Donc, c'est une association qui a vu le jour il y a 6 mois environ, donc, et qui a décidé d'œuvrer, en tout cas, sur la question économique entre l'Inde et la Guadeloupe. Alors, comment ça va se mettre en place concrètement? Alors, comment ça va se mettre en place? Donc, aujourd'hui, il s'agit donc de rencontrer des gens, donc de rencontrer des acteurs économiques, puisque je rappelle que le conseil d'administration du GIO est donc essentiellement composé d'acteurs économiques, hein, donc sur des thématiques complètement différentes. Et l'objectif, on se rend compte que l'Inde est un pays avec une grande puissance, hein, et qu'aujourd'hui, même si la culture est très présente en Guadeloupe, il y a ce manque quand même sur les relations que nous pouvons donc mener sur l'économie. Par exemple, je prends l'exemple de l'informatique, où ils ont une longueur d'avance, l'ingénierie, donc, et également donc, sur une partie qui m'affectionne particulièrement, qui est donc le tourisme. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de mener des actions en ce sens, et elles sont nombreuses. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on a un plan d'action qui se déroule, et aussi également des liens d'amitié avec l'Inde, et je peux en parler tout à l'heure. Alors justement, depuis 6 mois, qu'est-ce que le GIO a déjà mis en place ou essayé de mettre en place en Guadeloupe? Alors, donc on a commencé par 2 actions, des actions, donc une première où nous avons donc reçu des livres en tamoul de la part du GIO Europe, que nous avons pu remettre à Monsieur Négride du CGPLI, donc puisque nous savons qu'il a une école. Donc ça a été une première action. Nous avons mis en place pour des jeunes un concours de dessin au mois d'octobre pour donc commémorer un peu l'anniversaire de Gandhi. On sait que c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour la paix. Donc des certificats vont être remis sous peu là, à des enfants avec les parents. Donc nous allons en faire un événement. Et bien évidemment, donc, le mois dernier, nous étions, en tout cas je me suis rendue donc, à Londres donc, pour rencontrer donc, les membres du GIO à l'international. Donc il y avait plusieurs représentants. Donc c'était très important pour moi de comprendre ce qu'était le GIO, hein, donc la présence au niveau de l'international, les relations que nous pouvons avoir. Donc ça, c'était un point très très fort. Et donc évidemment, on est arrivé avec des actions à mettre en place, des idées d'action que nous allons donc mettre en place pour la Guadeloupe, et donc aussi une relation d'amitié, puisque le GIO était de passage, certains membres étaient de passage en Guadeloupe. Nous avons pu rencontrer donc, la ville de Sainte-Anne et le maire de Sainte-Anne. Donc il va y avoir 2 grandes actions en 2024. Une première pour Nelson Mandela. Alors pourquoi Nelson Mandela? Il n'est pas indien, Nelson Mandela? Non, pas du tout, mais je vais vous dire pourquoi. Le photographe attitré de Nelson Mandela est un Indien d'Inde, et donc en fait qui fait partie du GIO international, et qui avait un certain nombre de photos, et qui a décidé donc de faire un album photo, un livre photo, donc qui sera traduit en français, et donc la promotion de ce livre en français se fera à Sainte-Anne et sera préfacée par le maire de Sainte-Anne, Franck Baptiste. Donc, et nous avons aussi décidé à Sainte-Anne de nommer une rue donc, de Sainte-Anne, donc Nelson Mandela, et donc l'événement se fera à Sainte-Anne en ce sens, et nous avons également, et le maire de Sainte-Anne l'a acté, donc décidé de mettre une plaque de Gandhi sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Donc voilà, ce sont des actions qui se feront donc avec le GIO donc courant 2024. Et bien sûr, nous avons d'autres actions. Alors, je vous pose quand même la question, parce que j'ai vu que M. Chalus a été reçu par l'ambassadeur à Paris récemment, le M. Losbar aussi. Ça signifie que l'ambassadeur est en... Alors, absolument, puisque moi aussi j'ai été reçue par l'ambassadeur à Paris, hein, donc il y a quelques mois de ça. Bon, vous savez, les ambassadeurs, ils sont nommés, hein, donc ils sont nommés pour 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais le GIO, c'est autre chose. Hein, le GIO
GIO mène ses actions et l'ambassade continue à fonctionner. Donc on l'a rencontré. D'ailleurs, je l'ai rencontré également à Paris lors de la Diwali à Paris. J'étais accompagnée du maire de Sainte-Anne également. Donc c'était une très très belle soirée où nous avons pu se rencontrer et organiser des futures rencontres. Il y a une soirée ici de ce type-là en Guadeloupe? Ah mais forcément, parce que on a vu des spectacles absolument magnifiques. Alors nous avons nos associations qui œuvrent énormément en ce sens, qui nous font de beaux spectacles, mais je vous assure qu'on a vu des choses un peu innovantes et vous avez compris que l'objectif du GIO Guadeloupe, c'est de faire venir un plateau un peu innovant sur le territoire. Et d'ailleurs, c'est prévu déjà? C'est déjà prévu. Nous allons le faire et nous allons le faire bien évidemment sur le territoire de Sainte-Anne, puisque nous avons donc un événement qui s'appelle Boulevard, une fois par mois. Et je pense qu'au mois de mars, nous allons ouvrir Boulevard sur l'indianité. Et ça sera avec le GIO. Merci. Mais nous avons d'autres programmes. Oui. S'il faut les développer, on a un objectif de créer un partenariat avec un tour opérateur. Donc pour pouvoir faire du tourisme, l'objectif, il y a beaucoup d'Indiens de Guadeloupe. Ben justement, il y a beaucoup d'Indiens de Guadeloupe qui vont déjà en Inde, mais l'objectif c'est de voir dans quelle mesure nous pourrons également faire venir des Indiens d'Inde en Guadeloupe. Et j'ai cru comprendre de ce tour opérateur qu'il y a un engouement, par exemple pour les jeunes mariés, de venir se marier sur des sites emblématiques et exotiques. Et je crois que la Guadeloupe répond à ces conditions. Il y a aussi l'aspect cinématographique avec les films Bollywood. Nous avons des sites, donc c'est un travail de longue haleine, mais je crois que le GIO a beaucoup à faire et nous allons travailler en ce sens. Et nous avons aussi, je peux en parler, un programme pour les jeunes entre 18 et 30 ans, permettre à des jeunes, et nous allons le faire très rapidement, de partir en Inde gratuitement pour découvrir l'Inde. D'accord ? Donc en fait, 3 critères: savoir parler un minimum anglais, ne jamais être allé en Inde, d'accord, et donc dans la tranche d'âge. Donc il y a encore d'autres programmes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fini de vous voir aussi. On n'a pas fini. On a vraiment une section business au GIO et permettre aux jeunes Guadeloupéens aussi de partir, se former dans les entreprises françaises en Inde et aussi dans les entreprises en France. Et donc en fait vraiment il y a un gros programme et je vous demande de rester connectés parce que voilà. Donc, là, merci. Merci beaucoup. Ne partez pas. Gerty Courier, membre de Kumbit Femmes, bien sûr, aussi avec Laure Tarrer. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare vers le 9, je crois. Alors, bonjour, merci de nous accueillir. Oui, il y a un événement le 9 à Vieux-Habitants. Alors, c'est ma commune de naissance. C'est vraiment un peu pour ça que j'ai choisi cette commune pour commencer, parce qu'en fait, on va faire une série d'événements. Parce que je fais partie d'une commission au Combit où, effectivement, sur les violences faites aux femmes. Et moi, quand je suis arrivée dans le groupe, j'ai suggéré, effectivement, de se déplacer. Parce que j'ai dit, bon, ben, c'est bien beau, on fait tout sur Gosier, Pointe-à-Pitre, Bimao. Et c'est les autres mondes là. Voilà, Cap Excellence, exactement. Oui. Et moi, j'ai suggéré, effectivement, d'aller dans les communes excentrées. Ça va être Anse-Bertrand, Vieux-Habitants. Mais est-ce que l'on connaît les Vieux-Habitants? Absolument, parce que depuis que j'ai donc mon amitié avec Gerty, elle m'a fait découvrir Vieux-Habitants. Je suis allée dans sa famille, je suis allée à la rivière. Oui. Mais n'oublions pas que j'ai surtout vécu en Martinique. Hein, donc, je sais. Oui, je connais Vieux-Habitants. Je pose la question. Alors, comment ça va s'organiser cette manifestation? Alors, cette manifestation s'organise de la façon suivante. Effectivement, il va y avoir un ciné-débat. Oui. C'est-à-dire il va y avoir une projection d'un film d'une jeune Guadeloupéenne, Sarah Desmonio, qui a reçu 2 prix à New York tout récemment. Ce film parle sur le harcèlement de rue. Voilà. Surtout le harcèlement de rue. Il est harcèlement parce qu'il n'est pas forcément féminin, parce qu'il y a du masculin et du féminin. Donc c'est très rare que les femmes harcèlent les femmes dans la rue. Donc voilà. Donc du coup... ça dépend. Oui, enfin bon. Et donc, pas le sujet aujourd'hui, voilà. Mais enfin... Donc le film, qui est un film très intéressant, moi j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois, et ça va nous permettre effectivement d'aborder ce débat. Il y aura une thérapeute qui va intervenir, une professionnelle qui s'y connaît très bien dans la matière, qui est Madame Isabelle Gass, qui a son cabinet sur Paris. Elle va intervenir avec nous pour répondre, parce que ça va être, on va regarder le film et puis on aura des échanges
Avec l'assistance. Alors, Voilà. je me tourne vers le Tarère. Je sais que vous êtes un petit peu à l'initiative de ce Combit, d'une manière générale. J'ai fait partie, effectivement. entre autres. Mais enfin, c'est au départ une idée de Madame Stéphanie Mulot, Stéphanie Jeanne Mulot, qui effectivement a comme ça contacté des femmes parce qu'elle s'était rendue compte qu'en Guadeloupe, alors non pas qu'il n'y avait pas d'association de femmes, hein, parce que quand même il y a l'union, voilà, l'union des femmes guadeloupéennes, dont une certaine parente a été la présidente pendant des années, mais il n'y a pas beaucoup d'associations qui se réclament véritablement féministes. Il y a des associations de femmes qui luttent effectivement contre toutes les violences faites à l'encontre des femmes, mais des associations qui assument la notion de féminisme, il n'y en a pas beaucoup en réalité. Et la particularité justement du Combit, c'est d'être OK avec cette idée de féminisme. Alors évidemment, peut-être pas le féminisme... Alors pour les gens qui ne savent pas, le féminisme, c'est quoi? Être contre les hommes, c'est ça? Non, absolument pas. Alors justement, le féminisme, très souvent, on a le sentiment que c'est une guerre entre les hommes et les femmes. Ce n'est absolument pas ça. Le féminisme, c'est simplement la défense des droits des femmes. Droits qui sont régulièrement bafoués. Encore aujourd'hui, à travail égal, à poste égal, on sait que les femmes touchent moins que les hommes. Donc effectivement, la notion de féminisme, c'est de pouvoir dire qu'une femme fait partie de l'humanité, une femme est un être humain comme n'importe quel autre être humain, et ses droits ne doivent pas être constamment bafoués. Ce n'est pas que les violences. On pense que la violence, c'est juste les coups. Non, la violence, c'est effectivement le simple fait qu'une femme ne puisse pas avoir accès aux mêmes carrières, ne puisse pas avoir accès aux mêmes postes, puisse avoir comme ça un plafond de verre. Ni les mêmes salaires, d'ailleurs. Ni les mêmes salaires. Par exemple, quand une femme est chef d'entreprise, on va toujours lui poser la question « Ah oui, mais que faites-vous? C'est comment votre vie de famille ?» Est-ce qu'on pose cette question à un homme? On ne pose jamais la question à un chef d'entreprise de savoir comment vous gérez votre famille et vos enfants, voyez-vous. Donc, la notion de féminisme, c'est effectivement prendre et éveiller aussi les femmes, parce que souvent, les femmes ne sont pas tout à fait conscientes qu'elles sont malmenées, en fait. Et à travers la projection, justement, qui sera faite samedi, le harcèlement de rue, il y a encore beaucoup de femmes qui ne savent pas faire la différence entre un compliment dans la rue. Je crois qu'aucune de nous sur le plateau ne va se vexer parce qu'un homme va lui dire « Madame, vous êtes jolie ». Moi, je réponds merci. Enfin, si c'est ce que le monsieur pense. Il y a 4 jolies femmes. Voilà. Donc, c'est pas du harcèlement, non? Non, non. Par contre, ça devient du harcèlement quand effectivement la personne vous dit « Puis-je avoir votre numéro de téléphone ?» Non, monsieur, ça ira. Merci pour le compliment. Bonne journée. Et que la personne se met à vous suivre. Ne parvenant pas à obtenir ce qu'elle souhaite, cette personne commence à vous insulter. Oui. C'est ça. Commence à devenir, cette personne devient violente, agressive dans ses mots. Là, on est dans le cas avéré de harcèlement de rue. Et ça se passe dans... Enfin, je veux dire, il n'y a pas une femme, je pense, ici, qui n'a pas eu à subir cela. C'est vrai, ça? Oui, c'est réel, et d'autant plus maintenant que sur les réseaux sociaux, on se croit permis de parler de façon ouverte, d'envoyer des messages, et si tu réponds pas, c'est comme si c'est toi qui es mauvaise, en fait. Du coup, oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Je pose une question toute bête, mais autrefois en Guadeloupe, on appelait les femmes psites. Est-ce que ça, c'est du harcèlement? Alors, moi, j'estime que je ne suis pas un animal. Oui. Par conséquent, je n'ai pas à répondre à un psite. À la limite, si jamais quelqu'un veut m'interpeller, qui me dise « Madame, oui, mais psite, non, enfin, je ne sais pas. » En tout cas, personnellement, je trouve que c'est déjà une forme, personnellement, c'est un début pour moi d'agression. Parce que je me dis, combien de femmes... Non, nous sommes 4 femmes, là. Avons-nous déjà citer des messieurs quand on les voit passer? Non, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Avons-nous déjà, mesdames, même si on voit un mec passer qu'on trouve sympa, est-ce qu'on va se mettre à le suivre en disant est-ce qu'on peut avoir ton 06 oh là là, j'aime bien tes petites fesses, hein, là. Non, je crois que ça ne nous est... Donc, voilà. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, il y a une culture. Il y a une culture sexiste. Il y a une culture où on se dit que la femme, c'est normal qu'on la traite comme ça, c'est normal qu'elle ait droit à ça. Et moi, je crois en l'éducation. Et le Combit veut défendre aussi cette idée d'éducation, pas de stigmatisation. On n'est pas là pour stigmatiser, mais vraiment pour contribuer à éduquer. Alors là, quand même, je vais quand même faire une petite remarque. En Guadeloupe, quand même, les femmes ont joué un rôle assez important dans notre histoire. Oui. Depuis Solitude, Gerty,
Madame Tarrer, etc., etc. Il y a de plus en plus de femmes investies dans la politique. Ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience, il y a un début de quelque chose, non? Disons, je crois que les femmes n'ont jamais attendu qu'on leur tire la chaise pour leur dire tiens, prends ta place. Je crois que s'il y a une chose qui nous caractérise, c'est que justement nous sommes allés prendre ce qui nous est dû, en fait, tout simplement en tant qu'être humain. Et pourquoi aussi on a choisi ce film-là, Échabine? Je faisais remarquer à un ami, garçon, qui disait ouais, vous les femmes, vous exagérez quand même, vous avez quand même droit à beaucoup de choses. Parlons du soir, parlons de la nuit. Est-ce que nous partageons, par exemple, les rues de Pointe-à-Pitre, femmes et hommes, de la même manière? Une femme saura qu'à partir de 18h, elle a intérêt à ne pas traîner dans Pointe-à-Pitre. Oui. Ça veut dire quoi? On ne peut pas partager des espaces de manière équitable. Parce que l'on sait, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas se faire agresser la nuit, hein, attention, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, force est de constater qu'une femme va se trouver à 20h, 21h dans Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Gagez chez mon bitin. Comme si, parce qu'effectivement, on n'occupe pas l'espace public de la même manière. Alors, est-ce que ça commence à changer? Je pose la question. Gertie. Alors, justement, on voudrait que ça change. En tout cas, moi, Gertie... Donc, ça n'a pas encore changé? Non, on voudrait que ça change. Et notamment, moi, ça va bientôt faire 5 ans que je suis en Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'on harcèle partout, hein, mais c'est vrai que ce harcèlement de rue... Alors, moi, alors peut-être que je mets une barrière. Hein, les gens doivent me voir comme étant quelqu'un... Alors, vraiment, mais... Sur mon visage, on doit lire très certainement, celle-là, non, on n'approche pas. D'accord ? Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité leur parler d'éduquer. Moi, je dis éduquer, sensibiliser, interpeller nos hommes et nos femmes. C'est pour ça qu'on invite les gens ce samedi dès 16h30 à la salle polyvalente de Vieux-Habitants qui se trouve juste en face de la mairie de Vieux-Habitants à venir voir, à découvrir ce film documentaire qui est vraiment, je vous dis, très très bien fait. Sarah sera probablement, la réalisatrice sera probablement avec nous. Je l'ai contactée, elle m'a donné son accord. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à venir partager cet instant avec nous. Et je vous dis, l'objectif c'est de sensibiliser nos femmes, sensibiliser nos hommes aussi, et qu'on arrive à échanger et se dire, parce que peut-être qu'un homme qui fait ça ne se rend pas compte en fait derrière l'impact, ce que ça peut faire en fait. Vous voyez, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je parle de sensibiliser les gens, parce que il y a besoin cet échange. Qu'on dise à la personne, non mais sur ce coup-là, je n'ai pas du tout apprécié. C'est une femme politique, elle est politique, elle est adjointe à la mairie de Sainte-Anne. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ce qui a été dit là? Alors j'entends et effectivement je comprends, mais je suis un peu comme madame, en fait. J'avoue que moi, je sais pas, pourtant je suis très empathique et j'ai un relationnel très développé, mais je suis une femme respectée, donc en général on me cite pas ou on peut me courtiser, c'est pas pareil. Oui. Donc pour moi je fais la différence. Oui. Je fais la différence. D'accord. On peut me courtiser et ça c'est différent. Et j'invite justement, je disais que justement que j'étais assez ancienne dans les relations hommes et femmes, oui. Et qu'aujourd'hui c'était important qu'on revienne un peu aux fondamentaux, parce qu'aujourd'hui les hommes ne font pas d'efforts, c'est bien connu. Il faut du respect pour les femmes. Bien, alors, rendez-vous donc vendredi 9. Samedi 9, pardon. 16h30 à la salle polyvalente. Alors je profite pour remercier monsieur Jules Otto, le maire de Vieux-Habitants, et toute son équipe de nous accueillir, parce qu'ils ont accepté. Dès que je vais parler du projet, il m'a dit ok banco Gertie, on vous suit. Et donc voilà, on voudrait vraiment les remercier profondément. Donc nous attendons les gens. Alors ne venez pas me dire que Vieux-Habitants, Gisela, c'est perché. Voilà. Qui dit ça? Faites du covoiturage, on a proposé du covoiturage. Et puis pourquoi pas venir passer une belle journée à Vieux-Habitants. Vous irez à la rivière prendre un bon bain, vous irez manger au restaurant en bord de mer, manger un petit truc, allez prendre un moment de rivière. On a manger des sorbets. C'est ça. En plus, on pourra même manger du sorbet. Donc voilà, nous sommes vraiment, nous vous attendons nombreuses, et nous partagerons une petite collation à la fin de l'événement. Voilà, 13h56, un rapide rappel des titres, Iman. Oui, très rapide. Oui. Donc très rapide, on a parlé de la tragédie aérienne qui a eu lieu donc, ce 1er décembre et de l'hommage rendu par la région Guadeloupe, donc avec beaucoup d'émotion, ainsi que sur l'aéroport, puisque voilà, c'était aussi le personnel de la communauté aéroportuaire qui a voulu rendre hommage à ces victimes. On a parlé de la 3e édition de la semaine professionnelle dans les lycées, et ainsi
que du marché de Noël qui a eu lieu au domaine de Vallombreuse. On a terminé avec la grève de Carulis et les perturbations qui ont lieu sur le réseau. Aujourd'hui, j'ai ouvert ZCL avec Jean-Claude Nelson et Dominique Hubert, puisque vous savez qu'il va y avoir, à partir dans 2 jours, le Salon du Livre revient. Laura a dû connaître ça dans sa jeunesse. Oui, le Pointe-à-Pitre, oui, Salon de Pointe-à-Pitre qui débute à l'UMA à Saint-Claude et qui va continuer au MAC tous ces jours-ci avec du théâtre. Et c'est un hommage à Marie Scondé aussi, puisque Casa Condé a joué un rôle important dans, et l'orchestre littéraire sera sûrement à ce salon-là. Alors, je ne sais pas comment elle fera entre les deux, le 9, mais avec les bouillies. Bon, alors, on a fait un petit focus sur la santé dans les îles du Sud avec l'association 4 Bouillons, avec Jean-Claude Bernard Leclerc, Max Villeneuve et Louis-Auguste Join. Et la situation est assez particulière et difficile. Pas de médecin à Désirade, pas de médecin au centre de façon régulière. Et à Marie-Galante, la population est en train de diminuer terriblement. Et puis on vient de terminer avec Laure Tareo, Olivia Ouamouta et Gertie Cuvrier qui vous donnent rendez-vous le 9 à Vieux Habitants à partir de 16h. 16h30. La salle polyvalente de Vieux Habitants. Et Olivia Ouamouta qu'on reverra bientôt quand il y aura tout ce qui est prévu. Je reviendrai vous parler du Boli Zumba. Du Boli Zumba, bon, on en parlera. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on vous remercie. Il n'y avait pas de focus aujourd'hui? Oui? Oui, quand même, oui. Oui, voilà. On va parler à pays là, comme tous les jours en créole. Kaki Rivière, soleil qui a brûlé l'ombrique. Alors, traduction de ce texte, de cette phrase. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la grasse matinée. Alors, le soleil qui a brûlé l'ombricant, ça veut dire qu'on fait la grasse matinée. Bien. Extrait de À l'aise, vous parlez créole, comme tous les jours, grâce à Odalia. Merci. Demain, même heure, 12h30, on se retrouve avec vous. La réalisation est assurée par Yann, avec nous aujourd'hui, Satyam Sinan, qui était à la co-réalisation avec lui. Voilà, c'est fini. Ciao, bye bye.